Et pour traiter de l'actu tech de la semaine, nos trois experts aujourd'hui sont Alain Staron, président et cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain, merci beaucoup d'être avec nous. Miki Mchikli nous accompagne également, directrice générale de Weborama. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Julien Villeray est également avec nous, directeur de l'innovation chez EDF. Bonjour à tous les trois et merci d'être là. Plusieurs sujets ont retenu notre attention cette semaine. D'abord, on ne parle plus que de lui, le réseau social TikTok, les grandes instances gouvernementales européennes et américaine, le BOOD, un projet de loi permettant d'interdire complètement l'application, et même aujourd'hui soutenu par la Maison-Blanche, donc aux États-Unis. En réponse ou non à ce boycott, TikTok, lui, a décidé de rendre certaines de ses vidéos payantes. Miki Mchikli, est-ce que vous pensez qu'on puisse arriver véritablement à son interdiction pure et simple sur le territoire américain? On va parler de cette décision de rendre ces vidéos payantes. Moi, d'abord, j'ai quand même envie de vous poser cette question. On va y arriver à cette interdiction ? Je pense que c'est entre les mains des politiques. C'est une histoire de guerre entre la Chine et les États-Unis. Moi, j'ai vécu 9 ans en Chine, donc je vois bien quel est le stress. Maintenant que je suis en Europe, je vois bien qu'en fait, il y a quand même beaucoup de data leakage qui partent aux États-Unis parce qu'ils appliquent leurs lois de façon unilatérale. Donc, je ne sais pas s'ils vont l'interdire, mais ils vont mettre pas mal de bâtons dans les roues, ils vont mettre pas mal de restrictions. Ce qui fait que je pense que TikTok va réagir. Et ils ont déjà réagi, puisqu'ils annoncent qu'ils vont mettre en place une sorte de data protection pour qu'ils garantissent qu'il n'y ait plus d'utilisation de la data en dehors des territoires où elle se trouve. Ça va être compliqué à contrôler. La réalité, on la connaît. C'est qu'il suffit que les serveurs communiquent entre eux et c'est terminé. Donc ça, ils ne pourront pas le bloquer. Donc la seule solution radicale, ce serait de l'interdire. Donc difficile de garantir, ça c'est ce que vous disiez. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, Julien Villeray, sur l'application une interdiction aux États-Unis ? Moi, je suis d'accord que c'est un levier politique. Le sujet, là, c'est vraiment un levier politique. Comme Huawei a été en Europe aussi et aux États-Unis. Un sujet, est-ce qu'on interdit Huawei ou pas, qui, quand même, aujourd'hui, a ses infrastructures dans la plupart des réseaux mobiles du monde. Mais pour TikTok, c'est un vrai sujet. Oui, pour Huawei aussi. Ils ont eu quelques années difficiles. Pour TikTok, c'est évidemment un vrai sujet, d'autant qu'ils sont à la merci des stores américains. Il ne faut pas oublier que TikTok, aujourd'hui, est distribué sur l'App Store et sur le Google Play. Donc, sur des stores américains. Donc, encore une fois, c'est un sujet de levier politique. Après, quel impact ça peut avoir ? Il ne faut jamais sous-estimer la taille du marché local asiatique, et là je ne parle pas que de la Chine, je parle de toute la plaque asiatique, qui est aujourd'hui un marché énorme, donc TikTok pourrait continuer à vivre de façon tout à fait pérenne et correcte de ce point de vue-là. Mais c'est un pari, parce qu'évidemment, je n'ai aucune information confidentielle sur ce sujet. Le pari, c'est que c'est un levier politique, et donc le levier ne va pas être activé jusqu'au bout. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait une volonté sincère d'interdire TikTok en Occident. Je me trompe peut-être, on verra. Mais quand je regarde bêtement autour de moi, et peut-être ceux qui ont des adolescents autour d'eux le voient, aujourd'hui, TikTok est une plateforme majeure pour une grande partie de la population, et pas uniquement sur l'entertainment. Aujourd'hui, même le suivi de l'actualité pour des jeunes d'une quinzaine d'années se fait sur TikTok. Alain Staron, est-ce que si TikTok propose, puisque c'est notre sujet du jour maintenant, ce nouveau système de vidéos payantes, est-ce que c'est un hasard, voilà ? Est-ce que ça arrive maintenant ? Je pense que c'est décorrélé. Parce que c'est pas en mettant des vidéos payantes qu'on va se refaire une santé, une beauté face au gouvernement. C'était la suite logique. Oui, en fait, la suite logique. Tout le monde a besoin de gagner de l'argent et faire payer du contenu, proposer à des utilisateurs de rendre un contenu payant, une piste comme une autre. Je suis assez sceptique et réservé sur le succès que ça pourrait avoir. Est-ce que je vais payer ? On peut aller payer 190 €, 20 minutes de vidéo faite par quelqu'un que je ne connais pas. Est-ce que je vais les payer ? Je ne sais pas. Quel est l'intérêt pour TikTok aujourd'hui de rendre certains de ces contenus payants ? Et est-ce que ça peut être efficace, puisque ce qu'ils disent, c'est pour retenir les créateurs de contenu, c'est ce qu'ils cherchent à faire avec ça. Ils cherchent à créer un écosystème. Donc il y a déjà le point de diversification des revenus, puisque les revenus publicitaires, c'est une façon de gagner de l'argent. Avoir des abonnés, c'est une autre façon de gagner de l'argent. Faire payer du contenu, c'est une façon de gagner de l'argent. Quand on fait payer des contenus, l'idée, c'est de rétribuer un écosystème vertueux derrière et qualitatif qui fait que ça vaut vraiment le coup de payer les contenus. Bon, après, quand on voit des business models qui sont basés purement sur l'abonnement ou purement sur le paiement de contenu qui font le chemin inverse et qui vont vers la publicité. Par exemple, Netflix, qui s'est ouvert récemment à la publicité parce qu'il se dit que peut-être que son modèle, à un moment, va s'essouffler et qu'il va avoir du mal à rentabiliser toute l'infrastructure et tous les coûts
de création de contenu qu'il y a derrière. Donc la rémunération de l'UGC, je pense que c'est un rêve depuis que l'UGC existe, le User Generated Content. S'il y a vraiment des stars et vraiment des stars, pas forcément qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont suivies et qui apportent une vraie valeur ajoutée, alors, pourquoi pas, mais ça sera du snackable content. Je ne pense pas qu'ils vont nous sortir alors un long métrage, sauf s'ils vont sur les traces d'un Netflix ou d'un Disney et qu'ils deviennent producteurs, mais ça ne sera pas avec de l'UGC, c'est sûr que non. Parce que là, TikTok précise qu'il va laisser la liberté aux TikTokers de choisir leurs tarifs. Ça, c'est un bon pari stratégiquement, financièrement. Non, mais c'est purement du marketing. Ouais. C'est du marketing pour attirer des créateurs de contenu sur la plateforme. Si on regarde aujourd'hui dans la part de revenus des créateurs de contenu sur YouTube, par exemple, mais aussi sur TikTok, on voit que la part des revenus venant de la plateforme, c'est-à-dire de la publicité sur la plateforme ou des paiements, parce que YouTube permet déjà ça, on permet de typer ces créateurs de contenu, c'est aujourd'hui entre 10 et 20% des revenus des grands créateurs de contenu. C'est-à-dire 80%, c'est du sponsoring, c'est de la vidéo faite sur mesure pour des marques, etc. Donc globalement, on ne gagne pas sa vie avec la rémunération des plateformes. Par contre, ça nous donne de l'exposition et du coup, être présent sur ces plateformes, évidemment, il faut être un peu attiré. Donc quand je suis un petit créateur de contenu, que je ne suis pas encore tout à fait au courant de l'économie de cette plateforme, me dire qu'on va peut-être me rémunérer, que je vais peut-être pouvoir faire payer un peu plus, etc. Je pense que c'est un argument marketing pour faire venir des créateurs de contenu, mais à l'arrivée, ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Alors, 6 mois de halo devant nous, et après, à mon avis, ça va s'effondrer. J'aimerais juste vous faire réagir. Rendre certains de ces contenus payants, peut-être pas une réponse, en tout cas c'est ce que vous nous dites, c'est pas forcément une réponse à ce qui se passe en ce moment. Ça, c'en est peut-être une par contre, puisque TikTok a annoncé hier que les données de ses utilisateurs seraient désormais stockées à partir de cette année dans 3 centres, dont 2 en Irlande, 1 en Norvège. C'est ça à l'heure actuelle, les données des utilisateurs européens sont stockées à Singapour et aux États-Unis. Julien Villeray, ça, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, encore une fois, c'est évidemment une annonce qui vise à satisfaire ceux qui craignent, tout un tas de choses qu'on a déjà évoquées aujourd'hui. C'est, ceci dit, le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y compris les grands du cloud comme Microsoft, par exemple, ou Amazon, font de la localisation géographique de data center et vendent cette localisation géographique à leurs clients, leur disant « Rassurez-vous, dormez tranquille, vous n'êtes pas soumis au Data Act, tout ça, c'est en Norvège, en Europe. » etc. On peut se demander si c'est vraiment ça qui se passe à la fin, évidemment, mais en tout cas, c'est plutôt là aussi, à mon avis, un argument marketing, mais qui va dans le sens de l'histoire, et on voit bien que les réglementations, en particulier européennes, deviennent de plus en plus contraignantes, et vont devenir de plus en plus contraignantes pour ces acteurs. Quand on interroge les grands de la tech, ils disent tous, bon, l'Europe, vous êtes nuls sur à peu près tout, sauf un truc, c'est vous créer des régulations qui viennent nous contraindre à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait naturellement. Et c'est vrai qu'on a le Data Act, on a un certain nombre de choses comme ça qui sont mises en place en Europe, qui vont peut-être petit à petit amener ces standards-là qui sont, mes data, elles sont localisées pas trop loin de moi, j'ai des accès un peu spécifiques, on a connu le RGPD dans les temps passés. Après, est-ce que fondamentalement tout ça est contrôlable, maîtrisable, certifiable ? Ça reste la question. Nous parlons des jeunes et des réseaux sociaux. Donc ça m'amène à notre deuxième sujet de la semaine. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture à la quasi-unanimité la majorité numérique à 15 ans. Elle doit désormais être examinée au Sénat, mais ça semble quand même bien parti. Miki Mchikli, d'après une enquête de la CNIL, moi j'étais hyper étonnée. La première inscription sur un réseau social intervenait en moyenne jusqu'ici vers l'âge de 8 ans et demi. Première inscription sur les réseaux sociaux, alors que c'est quand même interdit aujourd'hui au moins de 13 ans. 15, c'est déjà 15, je crois. Moi, je crois que c'est au moins de 13 ans, si je ne me trompe pas. Il renforce les 15 ans, je crois. Mais c'est surprenant. Est-ce que ça vous surprend, sa première inscription sur les réseaux sociaux, 8 ans et demi ? Ça me surprend et ça me choque. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il faut que les parents aussi soient un peu plus proches de leurs enfants. Ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas s'inscrire tout seuls. Ça veut dire que les enfants maîtrisent mieux les outils que les parents. Donc ça, c'est un problème d'éducation. On ne va pas s'immiscer dans la vie des familles, mais il y a quand même, je pense, une responsabilité. Ça peut être une réponse à ce qui se passe. Il y a la législation et puis il y a la pédagogie et l'éducation. Et la législation ne fera pas tout, puisque la législation, elle ne peut pas être renforcée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun moyen pour la plateforme aujourd'hui de contrôler l'âge de celui ou de celle qui s'inscrit. Et ils n'ont pas le droit d'un point de vue CNIL de le faire. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un tiers certificateur, puisque sinon, ils ont accès à des données personnelles et ils vérifient ces données personnelles, donc ça renforce en fait leur position. Et là, il y a un vrai sujet très intéressant, je pense, au niveau donc, de l'éducation pure.
On devrait l'enseigner, je pense, à l'école, on devrait sensibiliser, on devrait l'enseigner auprès de la population. Là, il y a un vrai sujet, à mon avis, au niveau de l'État. Et sensibiliser et expliquer aussi pourquoi, ça me paraît évident. Et puis, bref, le sujet de comment faire respecter cette loi est fondamental. Parce que les plateformes ne peuvent pas le faire. Alain Staron, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, la majorité numérique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire qu'avant ça, on n'a pas le droit de s'inscrire sur un réseau social. Ouais. Et alors, effectivement... Sous l'autorisation, c'est ça? C'est-à-dire sans l'autorisation, il faut une autorisation parentale. Autorisation parentale, au moins un des deux parents. D'accord, c'est ça. Donc ça, c'était ça. Et Ouais. qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Donc avant cette proposition de loi, elle n'existait pas, la majorité numérique? Si. Enfin, je ne savais pas ce qui existait ou pas. Moi, à l'époque de mes enfants, c'était 13 ans. Oui. Et ils sont venus me voir et ils m'ont posé cette question. Je leur ai dit non, c'est 13 ans et c'est pour une raison. Puis c'était l'occasion de discuter, si tu veux. Oui. Mais là, la majorité numérique à 15 ans... Pourquoi ce choix de passer ce seuil à 15 ans, Alors, selon ça, vous? je ne sais pas, je ne suis pas sociologue. Il y a certainement des gens très intelligents qui ont fait des recherches. La question, c'est quand on met une règle en place, peut-on l'appliquer? Enfin, c'est surtout ce principe-là. C'est l'autre projet. Voilà. L'autre projet Comment on fait pour l'appliquer? Mais c'est l'autre projet qui est sur la table. C'est trouver un moyen de certifier l'âge d'un utilisateur. Voilà. Et ça ne peut pas être la plateforme. Exact. Sinon, elle est jugée partie. Exactement. Et elle récolte la donnée. Parce que Julien Villeray, ces technologies, elles existent aujourd'hui. On pourrait déterminer l'âge d'un utilisateur. Sans aucune difficulté. Vous n'avez jamais ouvert un compte dans une banque en ligne? Si vous ouvrez un compte dans une banque en ligne, on vous demande de prendre en photo votre passeport, votre carte d'identité, et celle-ci est transmise à un tiers de certification Et sa photo, avec des photo. IA et sa propre photo, et qui va certifier le fait que la personne a tel âge, c'est bien lui, etc. Donc ça, c'est possible, ça Bien existe. sûr que c'est possible. Les plateformes n'ont pas le droit de le faire. Il n'y a pas de sujet. Ah, bien sûr, si, Ah, pour si, le coup, ça, comme ça, avec un tiers de confiance, ça pourrait le faire. Sauf que ça coûte un peu d'argent quand même. Ouais. Parce que quand on voit le nombre de gens qui s'inscrivent et le nombre de comptes, d'ailleurs, souvent on est multi-comptes quand on est jeune, sur les plateformes, ça coûterait évidemment beaucoup d'argent. Donc ils ne le feront probablement que si c'est imposé par la loi. Oui. Oui, parce qu'il y a un deuxième sujet, c'est la chute du nombre d'abonnés. Le jour où, si on a moins de 15 ans, on n'a plus le droit d'être sur les réseaux sociaux, je ne voudrais pas être à la place de TikTok. Ce qui est quand Faut pas le même nommer. là où je trouve ça évidemment très important qu'il y ait des règles et ce genre de règles. Je trouve que l'éducation nationale, mais je suis un fils de 14 ans donc je suis ça d'assez près, fait un très bon travail de sensibilisation quand même à ces sujets, des cours sur les réseaux sociaux, comment ça marche, le cyberharcèlement, attention, etc. Là où je trouve que 15 ans spontanément comme ça c'est un peu hors sol, c'est qu'aujourd'hui le point de bascule c'est l'entrée au collège. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée au collège 80% ou 90% des parents équipent leur enfant d'un smartphone. Et à partir du moment où on a un smartphone dans les mains, à partir du moment où on est dans une communauté où tous les autres enfants ont un smartphone, c'est extrêmement difficile de dire à son gamin désolé, tu vas attendre d'être en 4e ou en 3e pour avoir accès à Instagram. C'est possible, évidemment, c'est quand même très très compliqué. Donc on voit bien qu'autour de 12 ans, de 12-13 ans, c'est là où se joue le point de bascule. C'est peut-être pas un hasard d'ailleurs que, effectivement, historiquement, c'est le chiffre que j'avais en tête aussi, c'était plutôt autour de 13 ans, à l'âge auquel on pouvait s'inscrire librement sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc voilà, je ne sais pas si 15 ans, honnêtement, je ne sais pas qui va résister jusqu'à l'âge de 15 ans avant d'être sur WhatsApp, Instagram, que sais-je. Mikim Chikli, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas la première fois, évidemment, que le politique s'attaque à ce problème de la protection des enfants sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Puisqu'on a l'impression que vous n'y croyez pas du tout. Pourquoi c'est si difficile à contrôler, à encadrer aujourd'hui? Parce que je pense qu'il faut avoir un enfant ou un ado ou quelqu'un à la maison pour se rendre compte de l'expertise qu'ils ont par rapport à un parent qui est complètement démuni et qui n'est jamais allé sur une plateforme, qui ne sait pas ce que c'est qu'un TikTok, qui ne sait pas ce que c'est qu'un Snapchat. Donc il y a ce décalage générationnel. Il y a un décalage générationnel et puis tout s'est déporté. Donc on en parle beaucoup, mais le harcèlement, le fait d'être bully sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Aujourd'hui, les situations sont amplifiées. Avant, on était peut-être bully dans son école, dans son quartier. C'était déjà très, très, très difficile. Mais alors maintenant, c'est au vu et au su de tout le monde. Donc on ne peut plus se faire d'amis. On est complètement coincé. Les parents sont complètement démunis face à ces sujets-là. Donc voilà, il faut vivre avec son temps, son époque. Il faut avancer. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas simplement éduquer les enfants, il faut éduquer les parents accompagnants, parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, la puissance de l'outil. Éduquer les parents, éduquer les enfants, pousser les plateformes à se plier aux règles, ça fait beaucoup de choses à faire, Alain Staron. Non, c'est en fait, on n'y coupera pas. Enfin, il y va de la santé mentale d'un pays. Donc, je pense que les politiques réagissent bien. Il y a effectivement des choses possibles. Il faut juste pas avoir peur. À un moment, ça devient un choix politique. Il faut pas avoir peur de froisser
Ouais. un Insta, un TikTok. Enfin, toutes ces grandes plateformes, aucune n'est européenne. Hein. Donc, à un moment, on pourrait aussi décider d'être comme les autres. Hein, les Américains défendent leur territoire, les Chinois défendent leur territoire, et nous, on accueille tout le monde, mais on réglemente. Il y a un changement d'ADN à faire, j'ajouterai ça comme point. Un changement d'ADN à faire en Europe. C'est à un moment de dire Europe first. D'ailleurs, c'est réglementé en Chine. Mais oui. Il y a un temps limité au-delà duquel c'est automatiquement coupé. Donc faisons pareil, arrêtons. TikTok va faire Faisons ça comme les d'ailleurs Chinois. au niveau global. Hein. C'est-à-dire que TikTok est en train de déployer un mécanisme qui fait qu'au bout d'une heure, je crois, de mémoire, hein, une heure de consultation, le système se bloque et il faut faire une démarche pour pouvoir le débloquer. C'est une sorte de contrôle parental automatisé. Non, ce que je voulais dire quand même, c'est que... je ne sais pas si vous avez suivi, mais sur le sujet de la pornographie, le UK, la France en l'occurrence, etc., sont en train de voter où on fait passer des lois qui vont forcer au contrôle d'identité, hein, c'est-à-dire la carte d'identité, etc., pour l'accès à ces plateformes-là. Mais là, l'enjeu était le même. Comment contraindre des plateformes qui sont, pour la plupart, pas françaises? Bloquer l'accès à des adresses IP en France, c'est pas compliqué. Mm. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de se Ils se mettent raconter ailleurs. des histoires, de dire tout ça est incontrôlable, tout ça, etc. On a aujourd'hui des caps sous-marins qui arrivent en France sur nos côtes. On est tout à fait capable de filtrer le trafic de certaines plateformes. Les DNS de nos grands fournisseurs, France Télécom, enfin Orange maintenant, SFR, Bouygues et les autres, on sait faire tout ça. Donc si l'État décide j'interdis telle plateforme ou je veux contrôler telle chose, on peut le faire. Après, il faut avoir cette volonté, effectivement, de ne pas froisser, parce que tout ça, c'est des enjeux géopolitiques. Hein, Et puis ce ne sera pas si simple, hein, parce que les gens savent recréer des DNS. et évidemment, ceux qui veulent avoir des VPN, etc., y arriveront toujours. Mais Voilà, c'est pas gagné, mais il faut le faire. Il nous reste 3 minutes, messieurs, dames, pour parler de notre troisième sujet de la semaine, la vague de licenciements dans la tech qui se poursuit. Les entreprises du secteur ont encore annoncé près de 36 000 suppressions de postes sur le mois de février dans le monde. Elles s'ajoutent aux 84 400 du mois de janvier. D'ailleurs, petit exemple avec Meta, après avoir supprimé 11 000 emplois fin 2022, il vient d'annoncer qu'il s'apprêtait à licencier à nouveau plusieurs milliers d'employés. Moi, déjà, ma première question, c'est est-ce que toutes les filières sont touchées, crypto, logiciel, cloud, fintech? Là, tout le monde est touché aujourd'hui par cette vague de licenciements. Sauf Apple. Mais oui, Sauf parce qu'il Apple. faut du hardware. Tiens. Pardon. Bon, bah voilà. et Oui. qui gèrent un peu mieux leur business. Non, mais- Il y a un peu trois cas quand même. Hein. Il y a les startups qui se retrouvent dans un marché où ils n'ont plus de financement. En tout cas, le financement s'est réduit. Donc là, elles réduisent la voilure. Il y a les entreprises, les grands de la tech, on citait Meta, qui ont recruté de façon totalement délirante ces 4 dernières années, en particulier pendant le Covid, et qui se retrouvent en fait avec des sureffectifs. Mais c'est pas délirant, c'est parce que le trafic augmentait. Oui, mais Donc il y a moins de trafic, paf, il redescend. Apple a durci c'est pas de la pub. gestion. C'est pas de la gestion. Ouais. Alors que Apple, lui, a réussi, Non. tout en augmentant ses revenus, à gérer son flux de recrutement pour recruter beaucoup moins Il fort vend et un beaucoup moins produit. vite. Ils vendent pas un service. Apple, il fait 2 millions de dollars de revenus par tête de pipe, par salarié. Les autres sont à 1. Parce qu'en fait, ils vendent du hardware. Et donc, il est beaucoup plus résilient. C'est aussi simple que ça. Quand Mais on il a recruté beaucoup moins, si on regarde les chiffres. Et effectivement, le recrutement, il n'est pas sur le même business. Julien Villeray, ces méthodes donc, de licenciement massif, elles comptent sur ça pour augmenter leur efficacité. Ça peut vraiment marcher? Alors, ça dépend. Si on est Twitter et qu'effectivement, on perd de l'argent depuis 15 ans et que de toute façon, la boîte n'a jamais volé, oui, bien sûr. Alors après, on peut critiquer la façon dont Twitter est repris en main par Elon Musk. Je ne fais pas là de pari sur le fond. Est-ce que ça va marcher? Mais la réalité, c'est qu'il est en train de rendre rentable une boîte qui ne l'était pas. Donc là, oui, ça fait du sens. Quand on est Meta, c'est un peu différent. Quand on est Meta, on a voulu annoncer une grande transformation, un grand pivot de l'entreprise vers le metaverse. On voit que c'est pas aussi simple que ce qui était imaginé, que le cœur du business est attaqué par problème publicitaire, hein, le tracking en particulier publicitaire qu'Apple a permis de limiter pour la plateforme. Bref, donc là, on sent que voilà, le business model est plus compliqué à repiloter. Après, soyons clairs, hein, ça gagne beaucoup d'argent, ça fait encore des marges colossales. Et donc, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'alléger leur structure pour retrouver des marges de manœuvre. C'est pas non plus la fin du monde pour eux. Quand cette vague peut-elle s'arrêter? Quand leur rentabilité satisferont les actionnaires, Ouais. pardon, mais c'est ça. Et dans un pays en ce moment comme la France, qui est un peu en grève et qui se révolte contre tout, mais heureusement qu'on est en France, parce qu'en France, cette vague de licenciements, on ne la voit pas de façon massive. L'humain n'est pas une variable d'ajustement. Pour ces entreprises-là qui n'ont qu'un but de rentabilité et l'œil rivé sur le cours de bourse, c'est la variable d'ajustement. L'humain est une matière comme une autre. Mais justement, est-ce
est-ce que ça peut entacher, Alain Staron, de manière durable la réputation de ces entreprises? Je veux dire, là, elles sont quand même en train de licencier à tour de bras. De manière durable, ça va peut-être avoir des conséquences aussi. Il y avait une vraie l'image de marque de l'employeur, hein, où c'était chic d'aller bosser chez les GAFA. C'est soudain beaucoup moins chic, parce qu'en plus, on publie la manière dont ces gens-là se séparent de leurs collaborateurs. Hein. C'est à coup d'IA, enfin bref, ça va très très vite. Encore une fois, effectivement, on n'est pas en France. J'ajouterais juste un truc, c'est qu'ils sont à la recherche d'une rentabilité qu'ils veulent retrouver. Ils sont chahutés par de la conjoncture, mais ils sont aussi chahutés par l'évolution du monde. ChatGPT peut très bien tuer Google. À un moment, il faut le dire. Alain Staron, il nous reste une petite minute. Vous vouliez nous donner une actu. Aujourd'hui, on va terminer là-dessus. L'ADEME et l'ARCEP qui ont sorti un rapport sur la frugalité numérique en disant les enfants, il faut qu'on arrête de consommer du digital parce que ça va tuer la planète. Et je voulais réagir là-dessus en disant qu'on ne fait pas du digital juste pour faire du digital, on fait du digital parce que globalement, on améliore toute la chaîne de valeur. Donc, je voulais prendre un exemple, enfin, on peut en prendre deux. Le premier, c'est, nous, on est une start-up, on fait une alarme totalement autonome. On fait un produit hardware, on fait un produit connecté, on fait un produit avec de l'IA embarqué. Oui, on consomme des ressources. Qu'est-ce qu'on économise? On divise par 10 les externalités que sont les télésurveilleurs. Donc globalement, le bilan carbone de ce qu'on fait est largement positif. Donc mon point sur ce rapport de l'ARCEP, c'est de dire, et de l'ADEME, c'est de dire, regardez l'ensemble de l'écosystème. Ne vous focalisez pas uniquement sur la partie digitale, parce que sinon vous allez tuer la poule aux œufs d'or. Merci Alain Staron. Je le rappelle, vous êtes président et cofondateur d'Artifil. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Mikim Chikli, merci également d'avoir été avec nous, directrice générale de Weborama. Et Julien Villeray, merci de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes directeur de l'innovation chez EDF. Merci à tous les trois. On marque une courte pause et tout de suite, on se retrouve pour le rendez-vous du week-end.